Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, une question fondamentale ou un acte essentiel. Désobéir. Un livre de Frédéric Gros, philosophe, qui pose la question de la désobéissance, mais qui en fait pose une autre question beaucoup plus difficile, qui est celle de l'obéissance. Pourquoi obéissons-nous alors que tout nous pousse à désobéir? Voilà comment commence ce livre. Nous avons accepté l'inacceptable. Ça commence par une citation de Primo Levi. Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter. Évidemment, sous la plume de Primo Levi, l'auteur de Si c'est un homme, l'auteur d'une réflexion sur les camps, et lui-même ayant vécu dans les camps nazis, cette idée que les gens les plus dangereux sont les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter prend une ampleur qu'elle n'a peut-être pas avec des fonctionnaires qui sont prêts à croire et à obéir sans discuter à des ordres acceptables. Mais les ordres ne sont pas toujours acceptables. Et même dans ce cas-là, beaucoup obéissent quand même. Je reprends en guise d'entame paradoxale la provocation d'Howard Zinn. Howard Zinn, c'est l'auteur de l'Histoire populaire des États-Unis, un livre dont j'avais rendu compte dans une vidéo, je vous mettrai le lien à quelque part. Le problème, ce n'est pas la désobéissance, le problème, c'est l'obéissance. À quoi fait écho la phrase de Wilhelm Reich ? La vraie question n'est pas de savoir pourquoi les gens se révoltent, mais pourquoi ils ne se révoltent pas. Et dans le monde dans lequel on vit, cette question-là, elle me paraît essentielle, elle me paraît évidente. Je fais cette vidéo en plein milieu de la Coupe du Monde de foot au Qatar. Et je vois les gens commenter les matchs de foot et se prendre à ce jeu-là malgré le scandale absolu qu'est cette Coupe du Monde, scandale économique, écologique, moral. Et pourtant, on obéit. Est-ce que c'est de l'obéissance? Alors on verra qu'une des matrice de l'obéissance, c'est ce qu'on appelle le conformisme. Mais revenons à ce tout début. Les raisons de ne plus accepter l'état actuel du monde, son cours catastrophique, elles sont presque trop nombreuses. Les épeler toutes reviendrait à une litanie des désastres. Et pourtant, on continue comme si il était acceptable de vivre dans un monde qui fonctionne comme le nôtre fonctionne, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas, qui fonctionne contre nos propres intérêts. Et pourtant, on continue. Alors, quelles sont les raisons qui poussent les gens à obéir et quelles sont les possibilités que nous avons pour désobéir? Voilà les questions que pose ce livre-là à travers plusieurs notions, à travers des exemples concrets également. Si je prends la table des matières, on a un premier chapitre qui s'appelle « Le renversement des monstruosités ». Et puis, ensuite, on entre dans la typologie des types d'obéissance et des possibilités de désobéissance qui y seraient liées, de la soumission à la rébellion. Voilà un premier type d'obéissance.
et son corollaire désobéissant. Pourquoi le soumis obéit-il? Voilà ce qu'écrit Frédéric Gros à la page 44. Pourquoi le soumis obéit-il? Parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il lui est impossible de désobéir. La sanction serait immédiate et trop lourde. Humilié, viré, battu, exclu, rétrogradé. Il lui en coûterait trop risqué. On obéit parce que le coût de la désobéissance n'est pas soutenable. Au fond, la seule raison d'obéir, c'est l'impossibilité de désobéir. Ça, c'est une forme de l'obéissance, la soumission. Mais une forme qui, au fond, n'est peut-être pas la plus répandue, du moins dans nos contrées démocratiques, où la désobéissance reste permise. En tout cas, jusqu'à un certain niveau. Donc ça, c'est un premier type d'obéissance, la soumission. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez Frédéric Gros, comme chez les penseurs sur lesquels il base sa pensée, on pense notamment à la Boétie, c'est qu'il n'y a pas que cette soumission qui, au fond, est involontaire. Il y a aussi la fameuse soumission volontaire, ou l'obéissance, qui est la servitude volontaire chez la Boétie. Chez Frédéric Gros, si je retrouve la table des matières, il parle de surobéissance. Puis il parle de subordination et de droit de résistance. En évoquant la figure forcément centrale d'Antigone, qui désobéit à celui à qui elle devrait obéir hiérarchiquement. Et puis il y a une autre manière d'obéir, qui à mon avis est la plus fréquente aujourd'hui. Peut-être qu'elle l'a toujours été d'ailleurs. C'est le conformisme. Le poids, la puissance du conformisme social est extrêmement grande. Le on contre le je. Objectivité du on. La société, c'est un système de jugement. C'est le moment où Durkheim dépasse le naturalisme grec, le contractualisme classique, le radicalisme anglais. Non, la société, ce n'est pas seulement une grande famille, une communauté naturelle, le résultat d'agrégats progressifs et spontanés d'entraide. Ce n'est pas non plus le produit d'un pacte fondateur entre des sujets politiques responsables. Ce n'est pas seulement encore un rassemblement calculé d'intérêts bien compris, la cohésion rationnelle des utilités. Ça, c'est la pensée des économistes. La société, le social, ce sont surtout, d'abord et avant tout, des désirs standardisés, des comportements uniformes, des destins figés, des représentations communes, des trajets calculables, des identités assignables, compressées, normalisées, des normes pour rendre chacun calculable, conforme et donc prévisible. Sujet socialisé, individu intégré, personne normale, homo socius. Il faut passer gagnant le contrôle des identités calibrées, parvenir à être celui qui est comme les autres, gris clair. Ce conformisme, celui déjà des sociétés de production de masse, des normes comportementales, ne doit pas faire oublier un conformisme plus ancien, celui des mœurs, des traditions et des rites. On n'a pas attendu la révolution industrielle pour que la société impose des modes de vie, des attitudes, des pratiques. Dans le conformisme de tradition, on se conduit comme l'exige la coutume. On suit les règles d'usage.
Dans ses conférences sur le savant et le politique, Max Weber évoque l'autorité de l'éternel hier. Pourquoi changer? Tout le monde a toujours fait ainsi. Inertie des habitudes, acceptation des conventions, respect de traditions vénérables. Ici, on fait comme ça. Ce conformisme de tradition a donné lieu à deux formes de résistance, l'ironie sceptique et la provocation cynique. Voilà un puissant levier d'obéissance que le conformisme, que l'inertie sociale, que les normes sociales. Et il est très difficile de désobéir parce que c'est risqué, l'exclusion du groupe, c'est de se retrouver seul. Et nous sommes des êtres sociaux. Et nous avons besoin de la société et de ces rites sociaux. Et pourtant, quand ces rites, ces traditions ne sont pas celles que nous voulons, celles que nous désirons, celles qui nous rendent heureux, que faire? Que faire? Voilà des questions centrales, transgressées alors, en restant dans l'ironie sceptique ou la provocation cynique, peut-être, mais peut-on aller plus loin? Ensuite, on a d'autres modes d'obéissance. Le consentement, avec son corollaire qui est la désobéissance civile, où là, on va plus loin que l'ironie ou le cynisme. On va même encore plus loin chez Frédéric Gros, à la fin de son ouvrage, où il parle de dissidence civique. D'une dissidence civique qui, au fond, est basée sur l'éthique, la morale, et sur ce qui fait l'individu qui ne peut pas adhérer aux normes qui lui sont imposées. C'est l'opposition du je, non pas au tu ou au vous, mais au on. Opposition courageuse. Retour au texte de Frédéric Gros. Mais je reviens au coup d'éclat du début du texte, ce principe de courage. De quel courage s'agit-il ici? Pas celui d'être soi comme on en parle dans les programmes de développement personnel ou d'incitation à l'épanouissement intérieur, à la conquête de sa singularité. Tout cela, paraît-il, exige du courage, de l'audace, pour secouer les identités imposées, briser les moules cadenassés, les stéréotypes figés. Je veux parler d'un autre courage, sur le chemin duquel Thoreau nous a déjà conduits. Thoreau, la désobéissance civile. Celui de susciter, de faire lever le moi indélégable. Non pas le moi, encore une fois, qui s'oppose au tu, au nous, parce qu'il serait le je, singulier et unique, tellement exceptionnel, mais celui qui s'oppose au on. Refusez donc d'être un simple pli, une ondulation de la mer doxique. Doxique, la doxa, la norme. Et opposer à la lâcheté le moi insubstituable, c'est-à-dire qui, se sentant appelé, répond présent, parce qu'il fait l'expérience de l'urgence et de l'impossibilité de se soustraire, fût-ce en différant, déléguant, temporisant, se défaussant, parce qu'il sait que c'est à lui de répondre. Ce moi indélégable, c'est le sujet éthico-politique de l'universel, une universalité intempestive, pas celle des consensus lâches, l'universalité comme rupture, transgression, exigence d'humanité, tranchant de la vérité, de cette vérité entendue comme ce que personne ne veut entendre. Courage de la vérité,
courage de penser en son nom propre. Voilà. C'est ce qu'on appelle aussi la liberté, peut-être. Et la liberté, forcément, s'oppose à l'obéissance. Être libre, c'est désobéir. Quand il m'est imposé de désobéir. Après la dissidence civique, il y a donc l'obligation éthique et la responsabilité sans limite. Pour terminer, lisons la fin, en tout cas un bout de la fin de ce texte, désobéir. Penser la désobéissance, tellement essentielle. Comment faire quand on est coincé dans un monde aussi abject que le nôtre? Comment faire pour désobéir? L'humanité nous décale. Ce maintenant de la pensée, c'est la possibilité continue de désobéir à soi-même. C'est-à-dire traîtrise, parce que j'ai tenu à peu près bon jusque-là en disant la force de désobéir à l'autre, je la puise dans une obéissance à moi-même. Ou plutôt, je me commande à moi-même d'obéir. Et ce commandement est un bouclage de soi à soi. Un soi souverain, commande qui détient par-devers lui la force de décider, de mettre de l'ordre, d'imposer des hiérarchies internes. Désobéir, c'est donc suprêmement obéir. Obéir à soi. Sauf que cela n'existe pas. Ce soi comme consistance. Je ne suis personne. Le soi dur et souverain est un mythe. Le soi indélégable qui fait désobéir n'est pas un refuge de souveraineté. Il est un deux en un, écrit Arendt. Un rapport à soi, dit Foucault. Il est la passion de se découvrir irremplaçable quand on se met au service des autres pour, je ne dis surtout pas représenter l'humanité, mais la défendre. Défendre l'idée d'humanité par des protestations, des refus nets, des indignations, des désobéissances actées. Il faut peut-être aller plus loin encore et achever en faisant faire à la pensée un dernier tour de vis. Cette avancée est en même temps un retour, car il s'agit de retrouver la lumière grecque, celle que la Boétie saisit comme un phare dans les ténèbres des guerres de religion et des répressions de Guyenne, quand il invente ce syntagme incroyable. Je vous vois obéir lamentablement, mais sachez qu'en obéissant, vous vous constituez des traîtres de vous-même. Qu'est-ce qu'un traître de soi-même? Tu n'as rien entendu? Rien. Rien entendu des injustices criantes, des transactions ignobles? Rien. Vraiment rien. Menteur. La vraie traîtrise, c'est quand on se ment à soi-même. Obéir, c'est se faire le traître de soi-même. Au bout du compte, on n'obéit pas, ou peu, par peur de l'autre. Ce dont on a peur vraiment, l'inquisiteur de Dostoïevski le redira. L'inquisiteur de Dostoïevski qui, dans un extrait des Frères Karamazov, met en prison le Christ revenu sur terre. Parce que tout le monde l'a reconnu et qu'il sème le bordel dans la ville où il est de retour. Ce dont on a peur vraiment, c'est de la liberté, celle qui oblige, qui met en demeure et déclenche en chacun de nous ce mouvement de désobéissance qui commence par soi-même. À quoi Socrate engageait-il si ce n'est à cette désobéissance éthique qui fait le cœur des soulèvements et nourrit l'urgence de la résistance? Encore une fois, Socrate, l'alpha et l'oméga, l'insistance souriante de la pensée, celle qui introduit de soi à soi un irréductible décalage. Penser, c'est se désobéir, désobéir à ses certitudes
certitudes, son confort, ses habitudes. Et si on se désobéit, c'est pour ne pas être les traîtres de nous-mêmes. Socrate appelle à faire vibrer en chacun la dissonance harmonique du deux en un, pensée, ou encore à se soucier de soi pour découvrir que le soi est au service des autres. Le souci de soi comme une provocation. Que disait Socrate au badaud qu'il croisait sur la place publique ? Mon cher ami, comme tu es beau, comme tu es cultivé, comme je te vois honoré partout dans la cité. Parce que je t'aime, cela me comble. Mais juste une question, juste une inquiétude. Je te vois là respecté de tous, je te vois te souciant de ta santé, de ta fortune, de ta réputation. Mais dis-moi, est-ce que tu te soucies de toi-même ? Ce temps passé à te préoccuper de ton corps, de tes biens, de ta carrière, ne te fait-il pas t'oublier toi-même ? Qu'elle soit ici, qu'elle soit ce soi qui n'est contenu ni dans les plaisirs, ni dans les richesses, ni dans les reconnaissances sociales, qu'elle soit décalée à ce point que Socrate peut dire « Est-ce qu'à force de te soucier de ton ego, tu ne risquerais pas de t'oublier ?» C'est le soi du décalage. L'humanité est ce qui fondamentalement nous décale par rapport à nous-mêmes. Elle est ce qui nous fait boiter, tous filles et fils d'Édipe. Décalé, indélégable, insubstituable, tu dois te soucier de ce que toi seul peux faire, penser, juger, désobéir et aider. Ce soi indélégable, c'est le parti de la philosophie. Depuis Socrate, c'est le parti insensé, tenace, relancé jusqu'à Foucault en passant par Montaigne, Descartes ou Kant. C'est le parti qu'existe quelque chose comme ce soi indélégable, que c'est de se découvrir irremplaçable pour penser, juger, désobéir, qui nous donne accès à l'universel. Ce qu'on partage vraiment, ce n'est ni l'ignorance ni le savoir, c'est une exigence de vérité. Et cette inquiétude qui surplombe, dépasse toute vérité acquise, toute conviction fossilisée, fait seule véritablement communauté. C'est la question socratique. Est-ce que tu sais seulement jusqu'à quel point tu ne sais pas ce que tu sais ? L'ironie, c'est le sourire de la pensée. Es-tu sûr de penser ce que tu penses ? Allons, encore un effort. Soucie-toi de toi-même. Fais vibrer ce deux en un. Fais vivre cette palpitation en quoi consiste la philosophie, ce ressac de la pensée. Oui, non, peut-être. Et c'est à moi, au bout du compte, de décider. Moi. Et à moi de répondre de cette décision impossible, nécessaire, révisable, inquiète. Et dans la covibration des soi indélégables se tiennent l'urgence et l'honneur éternel, intempestif, de la vraie politique, celle des désobéissances. Ça, c'était la fin de Désobéir de Frédéric Gros. Des réflexions puissantes. Une nécessité intérieure, d'abord, que la désobéissance.